Mercredi 3 mars 2021, bonjour à tous et merci de suivre RTI 1. Il est 13 h, voici les titres de ce journal. La gendarmerie nationale a détruit hier mardi par incinération la cocaïne saisie la semaine dernière dans le quartier d'Angré à Cocody. Il s'agit de plus de 1000 kg de drogue estimée à 25 milliards de francs CFA. Selon les sources sécuritaires, les enquêtes se poursuivent pour tenter de retrouver tous les coupables de ce trafic. C'est un défi planétaire. Les personnes vivant avec un handicap doivent bénéficier des mêmes droits que tout le monde. La rédaction de RTI 1 s'est penchée sur la situation de cette frange de la population. Dans cette édition, nous irons à Boaké pour tenter de comprendre leur mode de vie et leur combat pour tenter d'échapper à toute forme de stigmatisation. Et puis au Sénégal, Ousmane Sonko a annoncé mardi soir qu'il va se rendre à la convocation du juge d'instruction ce mercredi. L'opposant est visé par une plainte pour viol par une employée d'un salon de massage de Dakar. Ousmane Sonko avait auparavant affirmé qu'il ne répondrait pas à une convocation du juge avant de revenir sur sa décision. Voilà pour les titres. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Présent sur les bords de la Seine depuis plusieurs jours, le chef de l'État ivoirien sera reçu ce mercredi au palais de l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Un entretien suivi d'un dîner au cours duquel le président Alassane Ouattara échangera également avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. La situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, la situation sécuritaire dans le Sahel, la question de la nouvelle monnaie, l'écho. Les questions sécuritaires en Afrique de l'Ouest sont les principaux sujets qui seront abordés au cours de cette rencontre. Non, la Côte d'Ivoire ne sera pas le carrefour des trafiquants de drogue. C'est le défi que s'engagent à relever les forces de défense et de sécurité. Mardi, les 1000 kg de cocaïne saisis la semaine dernière à Abidjan ont été incinérés par la gendarmerie nationale à Port-Boué. Le compte-rendu de Laure Goretti avec le commentaire d'Alexis Ouedraogo. 1056 kg de cocaïne totalement incinérée en présence du général de corps d'armée Alexandre Appalo-Touré et du procureur de la République Ado Richard. Ces stupéfiants saisis la semaine dernière par la gendarmerie nationale sont estimés à 25 milliards de francs CFA. Vous constatez avec nous qu'elle a été incinérée là, brûlée, et totalement brûlée. Et là, bientôt les cendres, on attend que les derniers éléments s'éteignent. Vous avez là monsieur le procureur de la République, là le représentant de monsieur le préfet. Donc tout le monde est témoin que ça a été bien brûlé. Nous voudrions tout simplement, avec désolation, dire que à ce stade de l'enquête, seules les 2 personnes qui ont été arrêtées, chez lesquelles la drogue a été saisie, sont pour le moment coupables. Une infime partie a été mise sous scellé pour la suite de l'enquête et les besoins de laboratoire. Lorsque les personnes sont déférées, le dossier, en ce qui concerne ce genre de dossier qui a des relents internationaux, c'est confié à un juge d'instruction. Et il a besoin, lui, le juge, d'avoir une partie du scellé. On ne pouvait pas tout détruire. Également, pour les besoins aussi de laboratoire, on a conservé une partie. Et pour les besoins de la brigade cynophile, parce que sachez bien que c'est les chiens renifleurs qui permettent aussi, à travers, n'est-ce pas, l'entraînement qui leur est effectué avec la drogue, de pouvoir déceler les colis qui sont, dans lesquels il y a de la drogue. Donc c'est pour ces besoins-là qu'on a retenu une infime partie. J'ai dit bien une infime partie. On est clair sur les termes. Et ça, c'est pour les besoins de la procédure et donc pour la science. Notons que 2 suspects ont été interpellés suite aux investigations et les enquêtes restent en cours pour identifier le circuit de ces produits. Le général de corps d'armée rappelle que ces hommes veillent à la sécurisation du territoire pour lutter contre toute forme de criminalité. Et sur un tout autre plan, il est bon de savoir que les élections législatives du 6 mars prochain visent à renouveler les 255 sièges du Parlement. Plus de 1500 candidats sont en lice pour ce scrutin dont la campagne a démarré depuis vendredi dernier. Ce mercredi marque donc le 6e jour de campagne pour les différents candidats qui tentent de convaincre les potentiels électeurs. Et justement, RTI 1 reçoit ce 13 h le directeur des études de l'éducation civique à la CEI, la commission électorale indépendante, Édouard Youssou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes porteur de 2 communiqués à dire, un message relatif à la campagne électorale. Exactement. Vous avez la parole.
Communiqué de la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante porte à la connaissance de la communauté nationale, et particulièrement des électeurs des circonscriptions numéro 145 Akupé-Bekwefin, commune et sous-préfecture, que le nommé Atse Wilson Desmond, commissaire à la Commission électorale régionale du Gor, a présenté sa candidature à l'élection des députés du 6 mars 2021 sous le nom Atse Wilson Stevens. En usant d'artifices frauduleux pour modifier son identité dans sa déclaration formelle de candidature, M. Atse Wilson Desmond a pu se faire inscrire sur la liste des candidats en violation des dispositions de l'article 21 de la loi sur la CEI, qui interdit pourtant aux membres de cette institution d'être candidats à une élection organisée par la CEI. Au regard de ce qui précède, la Commission électorale indépendante décide du retrait de M. Atse Wilson Stevens de la liste définitive des candidats retenus pour l'élection des députés du 6 mars 2021 dans la circonscription électorale numéro 145, Akupé-Bekwefin, commune et sous-préfecture, et ce, sans préjudice des mesures disciplinaires et des poursuites pénales qu'elle se réserve le droit d'engager à l'encontre de M. Atse Wilson Stevens. La Commission électorale indépendante tient à rassurer les autres candidats de la circonscription numéro 145 concernée que ce retrait n'impactera aucunement leur position sur le bulletin officiel de vote le jour du scrutin. Fait à Abidjan le 3 mars 2021. Ça, c'était le premier communiqué. Oui. Allez-y pour le deuxième. Merci. La Commission électorale indépendante invite les organisations de la société civile, les organismes nationaux et internationaux accrédités pour participer à l'observation aux élections des députés du 6 mars 2021 à une réunion d'information le jeudi 4 mars 2021 à partir de 15 h à l'espace Latry Events, si aux 2 plateaux Carrefour Duncan. Au regard de l'importance de cette séance d'information, la CEI prie chaque structure concernée à se faire représenter par 2 personnes. Pour toute information, prière joindre le secrétariat permanent de la CEI au 27 22 40 09 90. Fait à Abidjan le 3 mars 2021 pour le président et par ordre le deuxième secrétaire permanent. Je vous remercie. Edouard Diossou, merci. Au-delà de ce qui a été annoncé tout à l'heure relativement au premier communiqué, quelles sont les sanctions encourues par le sieur Atse? Alors, déjà, il est frappé d'une mesure conservatoire, à savoir sa suspension en tant que commissaire régional dans la région du Gor. Et la deuxième mesure qu'a prise la CEI, c'est déjà de le retirer de la liste définitive des candidats de la circonscription, je le disais, 145, c'est-à-dire Akupé-Bekwefin, commune et sous-préfecture. Ainsi, nos électeurs, le jour du scrutin, auront un bulletin qui se présente sous cette forme, avec la partie qui concerne le sieur en question, qui est totalement grisée, sans changer, alors aucunement, la position des autres candidats. Il est donc exclu de la course. Alors, avant de vous laisser partir, dites-nous comment se déroule la campagne électorale de façon générale, une campagne qui a démarré depuis le vendredi dernier. Alors, c'est une campagne qui se déroule de façon générale sur l'ensemble du territoire de façon satisfaisante. C'est vrai que nous notons quelques incidents à Djamé notamment et à Koumassi, mais ce sont des incidents qui ont été très vite maîtrisés par les forces de sécurité. La commission électorale appelle les Ivoiriens, particulièrement les électeurs, au civisme. Nous invitons aussi les candidats et les candidates à observer le fair play électoral, d'autant plus que ces mêmes candidats, issus des partis, groupements politiques, mais aussi des indépendants, se sont donnés comme règle le code de bonne conduite des candidates et candidats, partis et groupements politiques, de sorte à respecter à la lettre le code électoral, mais aussi le fair play électoral.
Alors, avant d'aller aussi vite, peut-on savoir ce qui s'est passé exactement dans ces 2 circonscriptions? Les enquêtes sont en cours, je ne voudrais pas entrer dans le détail. Nous, commission électorale, nous appelons les uns et les autres à la retenue, nous appelons les uns et les autres au civisme et nous invitons les Ivoiriens à garder confiance et à se rendre massivement le jour du scrutin dans les bureaux de vote. Édouard Diossou, merci, ça sera votre mot de la fin. Merci d'être passé sur le plateau de RTI 1. Je vous remercie. Nous poursuivons ce journal avec le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, le REPRELSI, qui est en campagne. Il a lancé à Abobo samedi dernier une caravane de sensibilisation et de lutte contre les fake news. Une caravane qui s'inscrit dans le cadre du projet Fact-Checking et qui sillonnera plusieurs communes et villes du pays. Il s'agit à terme de contribuer à l'éducation de la population aux médias et à l'information. Didier Nguessan. Sensibiliser la population contre les fausses informations dites fake news. Le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, REPRELSI, lance une caravane. Première étape, la commune d'Abobo, quartier Banco-Anador. Les journalistes Élisée Boloube et Mamadou Kébé forment les participants sur les outils et techniques de vérification de l'information. En tant que professionnels de la communication, surtout du segment en ligne, nous avons un rôle important à jouer, à apporter notre contribution pour, n'est-ce pas, le retour de cette cohésion au sein de la population. Et cela passe par la formation, parce que quand on est mieux formé, on a les outils en main, on peut soi-même vérifier ces informations pour s'assurer qu'elles sont l'émanation d'une source crédible et donc capable d'être partagée sans aucune crainte. Cette période électorale est propice à la floraison des fake news qui peuvent fragiliser la cohésion sociale. Mais mieux outillés, les jeunes pourront désormais vérifier la source des informations. Elle nous a permis de ne plus envenimer les situations, de connaître qu'à partir de cet instant, dès qu'on reçoit une information, il faut qu'on aille vérifier cette information par le Twitter, par le TINAI, par Google Images. Après votre exposé, d'autres se sont dit « Ah, attention maintenant, dès que je reçois un message par WhatsApp, avant d'appuyer sur « Partager », je dois faire attention car j'ai la clé de ma cellule en main. » La caravane des professionnels de la presse en ligne est annoncée à Dabou, Bonois et Yopougon. On parle maintenant de sport, de football. Le comité de normalisation de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, a rencontré le patron du groupe RTI avec Fosseni Dembélé et Mariam Dao Gabala, a parlé de la reprise du championnat national de football. Le compte-rendu de Salif Ouattara. À 2 semaines de l'ouverture de la Ligue 1, la présidente du comité de normalisation, Mariam Dao Gabala, s'est rendue ce mardi 2 mars 2021 dans les locaux de la RTI pour une prise de contact et surtout pour réaffirmer la volonté de la Maison de Verre de Treichville de poursuivre son partenariat avec le groupe RTI. Le partenariat entre la RTI et la FIF est un accord de raison. Une affirmation de Fosseni Dembélé, directeur général de la RTI, qui était entouré pour l'occasion de ses principaux collaborateurs. Nous allons démarrer les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 au mois de mars et il était bon que nous nous préparions. Je voudrais ajouter que la collaboration est tellement belle que nous aurons bientôt à fêter la Journée internationale de la femme et je voudrais là sur le champ inviter l'équipe féminine de la RTI à rencontrer l'équipe féminine de la FIF le 19 au centre technique de Bergerville. Oui, nous serons présents avec une équipe très forte, difficile à manœuvrer et qui va donner du fil à retordre à l'équipe féminine de la FIF. Le football aujourd'hui, c'est quasiment une industrie qui a une dimension sociale, une dimension humaine. Et aujourd'hui, l'engagement de la RTI est maintenu pour que la Côte d'Ivoire puisse permettre à ces jeunes, au public ivoirien, à tous les Ivoiriens, d'avoir accès à des matchs de qualité tels que la Ligue 1 et la Ligue 2. Déjà diffuseuse de la Ligue 1, la RTI s'était engagée depuis la fin de la saison 2019 sur un autre tableau, diffuser la Ligue 2 et de ce fait, renforcer la coopération avec la Maison de Verre de Treichville. Et on parle maintenant de santé avec notamment le point de la situation de la Covid-19 au 2 mars 2021.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier mardi 138 nouveaux cas de Covid-19 sur 2251 échantillons prélevés, soit 6,1% de cas positifs, 154 guéris et 0 décès. À la date du 2 mars 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 32 929 cas confirmés, dont 31 886 personnes guéries, 193 décès et 870 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 426 876. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vous informe que le virus circule activement dans notre pays. Il recommande à toute la population le port de masque dans les lieux publics et les transports en commun afin de stopper la transmission du virus. 2000 kits alimentaires et d'hygiène d'une valeur de 27 millions de francs CFA viennent d'être distribués à 250 familles du district d'Abidjan. C'est un don de la Fondation Elisabeth Glaser Pédiatrique en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Un don qui s'inscrit dans le programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Logoretti, Alexis Ouedraogo. 2000 kits alimentaires et d'hygiène offerts aux familles rendues vulnérables du fait de la Covid-19. Le don est de la Fondation Elisabeth Glaser Pédiatrique en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Pour le lancement de l'opération, 250 familles de la commune de Port-Bouët bénéficient des dons. Avec la Covid, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de populations qui souffraient parce qu'elles n'arrivent pas à manger. Parce que la plupart de ces populations vulnérables, ayant des ressources financières vraiment réduites, n'arrivaient pas à se nourrir. À la suite de tout cela, nous avons décidé de leur donner quelque chose à manger et de les aider à pouvoir respecter toujours les mesures barrières. Les parents étaient réticents à fréquenter les centres de santé à l'avènement de la pandémie. Et il était important pour nous, pour pouvoir lever un tant soit peu cette frayeur des parents en apportant également notre contribution à cette lutte contre la pandémie à coronavirus. Les kits composés de savon, javel, seaux de lavage de mains, pâtes alimentaires et huile viennent soulager les populations et leur permettre de lutter contre la maladie. On avait déjà reçu les agents des centres sociaux qui sont venus toujours nous parler de la maladie Covid-19. Mais c'était avec la parole. Mais aujourd'hui, on voit que cette parole a été accompagnée d'un matériel. Donc aujourd'hui, on est très content. Parce que quand il y a une maladie, il faut avoir les moyens pour faire barrage à cette maladie. Ça va m'aider, ça va beaucoup m'aider. On met l'eau dedans avec les produits. Et puis on se lave les mains, les enfants, tout le monde. D'une valeur totale de 27 millions de francs CFA, ces 2000 kits seront repartis dans les 8 centres sociaux du district d'Abidjan. Notons que cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte à la Covid-19. On continue à parler de santé avec les enseignants, chercheurs et les chercheurs des sciences de la santé. Ces derniers, regroupés au sein d'une mutuelle, auront bientôt une cité dans la commune de Bingerville. Après l'acquisition des parcelles, ils ont procédé à la pose de la première pierre des travaux de l'opération immobilière. La cérémonie a été présidée par le professeur Liramata Bakayoko. Plus de détails avec Didier Nguessan. Akwe Agman, dans la commune de Bingerville. Dans ce village, 220 logements seront bâtis d'ici à 24 mois. Un projet de la mutuelle des enseignants-chercheurs et chercheurs des sciences de santé, Mutexa, et ses partenaires. Un pas très important après l'acquisition de 23 hectares de terrain viabilisés par la mutuelle. À terme, chaque membre souscripteur aura une propriété foncière et un toit décent. Les enseignants-chercheurs des sciences de la santé, c'est-à-dire de médecine, pharmacie et odontostomatologie, se sont regroupés en mutuelle parce qu'ils ont voulu faire ensemble une cité des rêves, un peu comme au temps de feu le président Félix Houphouët-Boigny, où ils logeaient nos maîtres. Ils se sont associés donc pour pouvoir acquérir des terrains. C'est ce qui a fait que la Mutexa est née et ces enseignants-là ont cru à ce projet et ont accompagné le géomètre de manière à pouvoir obtenir ces terrains et bâtir donc cette cité-là en l'hommage, comme le chef de l'État même l'a dit, un Ivoirien, un toit, et cela participe donc au développement du pays. Nous allons faire en sorte que toute la mutuelle, tous les membres de la mutuelle qui ont adhéré à ce projet-là soient logés dans des maisons qui offrent un cadre de vie sain et
et aussi qui leur permet de mettre leur famille à l'abri. Cette pose de première pierre marque également le début des travaux de construction de la clôture de la cité, de quoi soulager les souscripteurs. C'est un sentiment de fierté, d'abord de remerciement à Dieu et qui a permis que ce projet voit le jour. Ce projet, nous sommes dessus depuis 2015. Il y a eu des moments de découragement, mais le fait de venir sur le site, de voir le terrain, de poser une première pierre, devant témoin avec les partenaires, ça nous conforte. On se dit qu'à partir de maintenant, c'est la vitesse supérieure qui sera enclenchée et que ce rêve-là va devenir réalité. Nous avions eu des partenaires, des autorités qui sont à même de nous accompagner, montrer à toute la nation que les anciens de Côte d'Ivoire et les chercheurs de Côte d'Ivoire sont capables de faire beaucoup de choses. Un tel projet représente le bien-être de la famille. C'est un modèle très structurant pour pouvoir, n'est-ce pas, faire tâche d'huile et que tout et chacun de nous réponde à la politique du gouvernement qui est un Ivoirien, un toit. La mutuelle s'engage à travers cette opération immobilière à œuvrer pour le bien-être de ses membres, redorer le blason des enseignants du supérieur et à accompagner la politique de logement du gouvernement. Un mot d'éducation à présent avec l'inspecteur général d'État qui est à Bongouanou, dans le chef-lieu de la région du Morono. Théophile Awandoli a procédé à la pose de la première pierre du foyer des jeunes d'Assaoufoué ainsi que du collège de proximité de la localité. Alexis Ouedraogo nous explique les objectifs de ces différentes actions. Assaoufoué, gros village de 8000 habitants, a longtemps souffert de l'absence de collège de proximité. Les élèves admis en 6e étaient affectés soit à Bongouanou, Mbato, ou même plus loin. Lors de sa visite dans le Moronou, le chef de l'État Alassane Ouattara a fait la promesse au collège de proximité et d'un foyer de jeunes. Samedi dernier, la chose a été faite. Je voudrais donc me réjouir aujourd'hui de ce que Assaoufoué a eu son collège. Assaoufoué a eu son collège de proximité qui va permettre aux jeunes d'ici de faire leurs études en toute quiétude. Ils vont apprendre à l'école, mais aussi ils vont bénéficier de l'encadrement familial qui leur permettra de réaliser l'être qu'ils veulent devenir plus tard. Et c'est l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, fils de la localité, qui au nom du chef de l'État a donné les coups d'envoi des travaux. Nous sommes venus poser les premières pierres de ces deux infrastructures. D'ailleurs, comme vous avez pu le constater, en réalité, pour ne pas perdre le temps, l'entreprise a déjà commencé. C'est surtout pour le collège, parce qu'ils ne veulent pas rater la rentrée prochaine. Donc, nous disons merci au président. Il promet et de façon concrète, ça se réalise. Le directeur de cabinet de la ministre de l'Éducation a exprimé sa reconnaissance à l'inspecteur général d'État pour ses actions en faveur du développement dans la localité. Je vous le disais en ouverture de ce journal, les personnes vivant avec un handicap souffrent dans tous les domaines de la vie. Elles sont rejetées et vomies par la société alors qu'elles disposent des mêmes facultés que celles qui se portent bien en apparence. Dans ce dossier que je vous propose de suivre maintenant, la rédaction de RTI 1 s'est intéressée au quotidien de ces personnes, particulièrement celles qui vivent dans la région de Bouéké. Et c'est une idée de reportage de Kwadio Kwame. Le handicap se définit comme une déficience congénitale ou acquise des capacités physiques ou mentales, un désavantage qui met en état d'infériorité. Tous sommes donc des handicapés en sursis. Alors pourquoi ce refus d'accepter ou se moquer des personnes vivant avec handicap? Les concernés souffrent dans leur chair et dans leur esprit dans tous les compartiments de la vie. D'abord, la vie sentimentale. Il était tombé amoureux d'une fille. Une fois, il y a la camarade de sa maman qui est venue. Il dit non, que toi tu es venu dans le village là. C'est lui là, tu as vu comme garçon dans le village là. Si tu veux une fille, c'est pour dire que tu es une fille. Et difficile surtout de supporter les regards teintés de raillerie du voisinage. Je marche pour aller au marché, les gens se moquent de moi en disant que je suis handicapée. Je fais la restauration. En tout cas, quand je suis là, il y a des gens qui disent, mais la femme qui ne voit pas là, c'est elle qui prépare et puis vous mangez. Il faut être fort pour surmonter cet obstacle. Une fois dehors, les caniveaux à ciel ouvert et les bâtiments avec des escaliers à n'en point finir. Les bois sont très étroits
Il y a aussi surtout le mauvais stationnement des commerçantes qui font des appartements sur les voies. Donc ce qui fait que la personne handicapée visuelle, quand elle vient, elle a des difficultés pour pouvoir circuler. À 2 reprises, j'ai été invitée à une réunion, à prendre part à une réunion. Je suis arrivée, je ne pouvais pas prendre l'escalier, je suis restée en bas là. Et après, ils sont venus me rendre compte, ce qui n'est pas bien. Les longs déplacements, la croix et la bannière. Quand les handicapés arrivent chez nous, s'ils sont accompagnés par quelqu'un, la personne s'occupe d'eux. S'ils ne sont pas faits pour accompagner, on a nos apprentis, les chargeurs qui s'occupent d'eux pour mettre les voiturettes dans le coffre. Et puis vraiment, on s'occupe d'eux jusqu'à la destination. Pour le transport, par exemple, pour aller sur Abidjan, beaucoup demandent aussi que la personne soit puisse payer. Il paye lui-même son transport. Deuxième, il faut payer encore la voiturette qui va rentrer encore dans le transport. Surtout dans les taxis aussi, c'est très difficile pour que la personne puisse rentrer dans les taxis, même beaucoup qui refusent, qui ne trouvent pas l'utilité de prendre la personne handicapée. La personne vivant avec handicap est-elle tenue de vivre en réclusion? Il y a certains qui se disent que nous ne sommes pas des hommes, que nous sommes des diables ou bien des génies. Que donc, en nous voyant, soit ils doivent cracher ou bien courir aller à la maison automatiquement pour ne pas nous rencontrer. Puis il y a aussi des personnes qui prennent les albinos pour faire des rituels. Heureusement, à l'université Temple du Savoir, les étudiants handicapés bénéficient de meilleures conditions de vie et d'études. Au sein de l'université, nous n'avons pas de grands soucis ici. Nous sommes exonérés au niveau des inscriptions à 50%. Aussi au niveau de la bourse, nous n'avons pas de soucis. Tous ceux qui déposent la bourse ont la bourse. Au niveau de l'accès des amphis, il y a des rampes qui sont là. Pour ceux qui sont en fauteuil roulant, ils ont l'accès à ces amphis et aux salles de TD. Pour le premier responsable chargé de la pédagogie et de la recherche, toutes les universités modernes sont dans la dynamique d'une éducation inclusive. Pour nous, l'étudiant handicapé est un étudiant comme tous les autres, mais à qui l'institution se doit d'apporter les appuis qu'il faut pour qu'il puisse réaliser de façon pleine sa mission, c'est de venir se former et être diplômé de notre établissement. Pour la Fédération des personnes handicapées, les conseils régionaux et municipaux doivent intégrer les personnes vivant avec handicap pour la prise en compte de leurs préoccupations. Si le vote est un droit pour tout un chacun, on doit pouvoir inscrire ça au niveau du code électoral, que ce soit plus accessible aux personnes en situation de handicap. Un élément aussi qui est très fondamental, que je répète encore, c'est surtout l'implication des personnes en situation de handicap dans les instances de décision. Réaction de la mairie. Il y a la loi qui prévoit quand même un certain nombre de places pour, n'est-ce pas, les handicapés. Mais cela dépend des handicaps. En ce qui concerne le conseil municipal, on sait qu'il y a des handicapés qui ont des capacités et des potentialités qu'on peut bien exploiter et capitaliser. Signalons que dans nos agglomérations, il n'existe aucun espace de distraction pour les personnes vivant avec handicap. Toute chose qui amène Kofi Innocent à se battre bec et ongle pour la défense des intérêts des personnes vivant avec handicap. Actuellement, j'ai eu le master en droit public. Mes objectifs, je voulais devenir avocat, pour défendre le droit des personnes handicapées aussi. J'avais voulu aussi être à l'école nationale d'enseignement supérieur, pouvoir enseigner aussi les personnes qui n'entendent pas, pouvoir les encadrer pour les amener à grandir aussi ensemble. L'intégration des personnes vivant avec handicap à la fonction publique est une réalité, mais cette intégration n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. En milieu urbain, ces personnes handicapées sont de plus en plus acceptées par les populations. Cette année, par exemple, au niveau national, il y a eu un recrutement de 200 personnes handicapés à la fonction publique. Et au niveau de la ville, disons au niveau de la région de Beké, il y a 4 personnes qui ont été recrutées à la fonction publique. Vivons utile, vivons bien, surtout que nul ne sait ce que demain lui réserve. Nous sommes tous égaux devant Dieu et personne n'est incomplet. Le reportage de Kwadio Kwame à retrouver sur toutes les plateformes de RTI 1.
Dans l'actualité hors de chez nous, pour éviter, afin que le pouvoir lui colle le motif de rébellion qui peut lui valoir 6 mois de prison, Ousmane Sonko a décidé finalement de déférer à la convocation du juge ce matin, bien qu'il affirme ne pas faire confiance à la justice. L'opposant est visé par une plainte pour viol par une employée d'un salon de massage de Dakar. Le président du parti PASTEF, arrivé 3e lors de la dernière présidentielle, a de nouveau dénoncé un complot politique et accusé directement le président Macky Sall. Et au Bénin, si l'on referme ce journal avec cette principale information présente sur les bords de la Seine depuis plusieurs jours, le chef de l'État ivoirien sera reçu ce mercredi par le président français Emmanuel Macron. Un entretien suivi d'un dîner au cours duquel le président Alassane Ouattara va échanger également avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. La situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, la situation sécuritaire dans le Sahel, la question de la nouvelle monnaie, l'écho, la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest sont les principaux sujets qui seront abordés au cours de cette rencontre. Et voilà, le train de l'information de 13h s'arrête ici. Merci de l'avoir emprunté. Retrouvez ce soir le journal de la campagne électorale à 20h. Restez toujours sur RTIA. À demain, 13h.